quelques petites minutes. Donc, Jordan, qui s'occupe du lien avec les réseaux sociaux, notamment notre lien sur Twitter. En co-organisateur, donc, super. Donc, en coordinateur, il y aura également moi-même qui interviendrai un petit peu pendant la présentation aux côtés de Kevin Hidalgo. De ce que je vois, nous sommes presque tous là. Je vais laisser la parole à Kevin qui va lancer Eh bien, le... écoutez, bonjour à tous. Merci Lionel pour cette brève introduction et la présentation d'une partie de notre équipe InnoSearch. Donc effectivement, InnoSearch, c'est le cabinet que je dirige après un petit passage de cette année au CNRS, mais également à l'INRAE. Je vais en profiter également parce qu'il n'est pas encore trop tard pour vous adresser à tous et à toutes mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Qu'elle puisse vous être favorable et en tout cas meilleure que celle que nous venons de passer. J'en profite aussi pour faire une petite présentation de notre cabinet. Un certain d'entre vous nous connaissent, d'autres ne nous connaissent pas. Donc très brièvement, je prends 5 minutes de présentation. Qui sommes-nous? Nous sommes avant tout des experts en financement de l'innovation, financement public et en management de la recherche et du développement. Lorsque j'ai fondé le cabinet, je suis parti d'une pierre angulaire qui était l'innovation, liée à mon passif de chercheur. Et l'objectif a été de construire une offre de service qui soit structurée, avec une vision stratégique, cette vision 360 degrés autour de vos projets. Nous avons donc intégré chez InnoSearch 3 offres de services qui, combinées, nous permettent de vous accompagner de A à Z. Quelle est notre offre de service? Eh bien, tout d'abord, nous sommes, excusez-moi, j'étais un petit peu vite, nous sommes des managers de la recherche, du développement et l'innovation pour vos entreprises. Nous sommes d'ailleurs à ce titre agréés par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, mais également par la DGE, la Direction générale des entreprises, pour pouvoir conduire ces missions. Ce dispositif d'agrément, on en reparlera tout à l'heure dans le cadre de notre webinaire sur la fiscalité, parce que vous verrez que c'est un des dispositifs que l'on souhaite aborder avec vous. Notre deuxième mission, bien évidemment, c'est un accompagnement sur la partie financement public. On sait que l'argent, c'est le nœud de la guerre lorsque l'on est entrepreneur. Donc nous concernant, nous intervenons à la fois sur les dispositifs fiscaux, mais également sur tout ce qui va être subvention, prêt, avance remboursable, et qui va permettre de soulager tout un ensemble d'investissements, matériel, immobilier, RH, recherche-développement, export et bien d'autres. Enfin, notre vision stratégique vous est également proposée, notamment pour la partie stratégie de financement au sens large, et nous intervenons également sur la mise en œuvre des plans prévisionnels associés, cette fois-ci, exclusivement à vos projets d'innovation. Donc, quelles sont finalement nos plus-values? La première, c'est que vous l'aurez compris, on a une double expertise à la fois académique et entrepreneuriale. Cette double expertise, elle est très différenciante et je pense qu'elle est un élément clé de notre succès. Elle nous permet de nous positionner sur une vision stratégique depuis le management jusqu'à la stratégie de financement et surtout elle nous permet de nous positionner avec vous sur des appels à projets très R&D, très innovation ou liés plus à des investissements d'équipement, de matériel et de RH. Enfin, ça conduit à un maillage d'expertise et de compétences qui sont tout aussi complémentaires. L'exemple, je pense, le plus proche de ce maillage, c'est ce positionnement à la fois sur la partie fiscalité et subvention, dont les premiers vont impacter les seconds. Ça, c'est une stratégie au sens large qu'il faut bien intégrer lorsque l'on fait du financement public et de la fiscalité de l'innovation. Ensuite, parce que je crois, moi personnellement, que mieux vaut des chiffres, des faits plutôt que de longs discours. Je vous en donne 2 qui résument bien finalement notre cabinet. Le premier, c'est 2 32 000 euros. 32 000 euros, c'est le nombre d'euros que nous avons obtenus par subvention uniquement, j'insiste bien, pour nos clients depuis septembre 2019. Et le dernier chiffre, ce sera 100%. 100%, c'est aujourd'hui notre taux de succès sur toutes les démarches de sollicitation fiscale.
dont certaines vont être abordées ici, donc que ce soit depuis l'éligibilité à la conduite et au suivi des dossiers avec les administrations fiscales, entre autres. Alors justement, la fiscalité, eh bien c'est le premier webinaire 2021 qu'on a souhaité vous présenter dans le cadre de nos webinaires du cabinet. On a fait un choix stratégique, un petit peu à l'image, si vous voulez, de notre cabinet. L'objectif, ça n'a pas été de vous faire une liste à l'après-vert de l'ensemble finalement de tous les dispositifs fiscaux dont vous pourriez bénéficier en France ou en Europe. À l'inverse, on n'a pas non plus fait le choix de vous présenter un dispositif parmi tant d'autres avec un détail que vous pourriez d'ailleurs trouver par vous-même. Notre objectif, il a été plutôt de se concentrer sur un certain nombre de dispositifs les plus génériques, qui vous permet aussi de mieux vous positionner avec toute la typologie de vos projets spécifiques, et de voir quelles sont les synergies finalement à mettre en œuvre entre ces différents dispositifs pour mieux sécuriser votre fiscalité, ce qui est un véritable enjeu dans ce contexte, et puis surtout l'optimiser, parce qu'on verra qu'il y a des possibilités d'optimisation de vos postes de dépenses. Pardonnez-moi. Alors justement, ces dispositifs fiscaux, nous concernant, nous en avons isolé trois dispositifs majeurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plutôt génériques, que vous connaissez peut-être déjà de nom. Le premier d'entre eux est un dispositif très d'actualité, je pense que ça fait beaucoup couler d'encre en ce moment, c'est ce fameux crédit d'impôt. On s'est beaucoup concentré sur le crédit d'impôt recherche, CIR, et le crédit d'impôt innovation, le C2I, mais il faut savoir qu'en France, vous avez bien évidemment la possibilité de vous positionner de manière complémentaire ou parallèlement sur d'autres crédits d'impôt en fonction du type de structure, jeux vidéo, textile, habillement, cuir, en fonction de votre secteur, mais aussi en fonction de vos postes de dépenses. Je pense notamment au crédit d'impôt sur la transition énergétique. Partant de ces crédits d'impôt, nous verrons qu'il existe des possibilités de garantir sa sécurisation ou de garantir des gages commerciaux en cédant ce qu'on appelle un agrément CIR-C2I. Un petit agrément dont j'ai commencé à vous parler tout à l'heure. Là, on verra que cet agrément, son usage est relativement complexe et va dépendre de la stratégie à court et moyen terme de votre entreprise, mais qu'il nécessite tout de même d'être anticipé en amont de vos demandes de crédit d'impôt. Le dernier dispositif qui fera l'objet d'une discussion au cours de ce webinaire, c'est le fameux statut jeune entreprise innovante, jeune entreprise universitaire. On parlera ici d'exonération de charges sociales patronales sur 8 ans. Et nous verrons que l'approche est complémentaire et synergique uniquement à la partie crédit d'impôt recherche, c'est-à-dire par une justification d'un programme de recherche et développement. Donc, Kevin, si je peux me permettre, est-ce qu'on fait une distinction aujourd'hui entre la fiscalité de l'innovation et la R&D? Si on pose la question, c'est que je pense, vous, comme tous les participants à ce webinaire, vous avez effectivement identifié le titre webinaire sur fiscalité de l'innovation et de la R&D. Effectivement, il y a une distinction qui se fait en fiscalité et qui est d'importance. Mais bien au-delà de la fiscalité, elle a une importance lorsque vous faites du financement public. C'est, je dirais, la première question que vous devez vous poser, vous, en tant que porteur de projet. Est-ce que mon projet et mon entreprise portent un projet d'innovation et j'insiste bien sur ce terme, met en œuvre de la recherche et du développement? Alors, fiscalement, comment peut-on définir l'innovation? L'innovation, on va prendre un synonyme, c'est amélioration. À partir du moment où vous apportez une amélioration, peu importe, de performance, de produits, de procédés, d'idées, de technologie ou de technique, vous êtes dans un projet innovant qui apporte donc une amélioration sur le marché, sur l'existant, sur votre secteur d'activité. La finalité de ce projet va être de concevoir un prototype, un démonstrateur ou encore un pilote. La recherche et le développement, ce n'est pas quelque chose qui s'oppose à l'innovation, c'est quelque chose qui va venir la supplémenter. Concrètement, c'est une boîte à outils. C'est ni plus ni moins qu'une démarche expérimentale dont l'objectif va être de lever des verrous d'ordre scientifique et ou technique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la finalité de votre démarche va être et sera surtout de prouver auprès de l'administration que vous venez faire progresser l'état des connaissances
en fonction de l'état de l'art initial au début de votre projet. Ce qui n'est pas chose aisée. Alors, si je peux me permettre éventuellement de vous donner un petit exemple, je pense que ça vous parlera un petit peu plus. Ce matin encore, j'entendais parler de capteurs. Je vous donne cet exemple-là parce que je pense qu'il s'intègre bien dans ces contextes d'innovation et de R&D. On entend effectivement tous les jours parler de développement de capteurs environnementaux, capteurs climatiques ou de capteurs atmosphériques, peu importe, pour différents secteurs d'activité. Dans quel contexte s'inscrit-on dans une innovation? Eh bien, généralement, ces capteurs, ce sont des technologies qui sont déjà développées et l'innovation vient dans l'amélioration des performances que ces capteurs agrégés les uns par rapport aux autres vont pouvoir apporter à une thématique, à une problématique, à un secteur donné. Vous apportez donc une performance supérieure par rapport à l'existant en apportant une amélioration des produits, des procédés, des services que vous allez donc développer, mais pas technologique. Dans ce cas précisément, vous êtes donc un projet innovant. Où peut-on identifier de la R&D? Vous partez de votre projet innovant. De ce projet innovant, admettons que pour l'un de ces capteurs, vous soyez en nécessité de capter, collecter, d'indexer des données massives en temps réel qui va nécessiter, je ne sais pas, par exemple, d'intégrer de l'intelligence artificielle ou du machine learning. Dans ce contexte précisément, il va y avoir la nécessité de développer de manière expérimentale et de simuler de manière expérimentale un ensemble de jeux de données pour pouvoir valider votre pré-prototype. Vous avez mis en place un programme de recherche et développement par essai, validation, et vous passez à l'étape d'après. Vous pouvez alors passer à l'étape de votre conception de prototype, qui peut conduire, au fil du temps, à une nouvelle phase de programme de recherche et développement, par exemple sur la visualisation des données qui va nécessiter une application avec un traitement et une analyse spécifique en big data, en data science, ou encore même parallèlement à la conception de votre prototype, vous pouvez mettre en place des projets de recherche et développement, par exemple sur la génération de données aberrantes dans ce cas précisément. Donc ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que vous avez un projet innovant si vous êtes présent aujourd'hui, c'est le cas, mais vous pouvez également avoir des phases de recherche et développement successives ou parallèles à votre travail d'innovation. Et donc par conséquent, une fois que vous avez déphasé et identifié ces différentes opérations, vous avez la possibilité de vous positionner de manière optimale sur les dispositifs fiscaux. Alors justement, cet exemple que je vous ai donné, il est tout à fait éligible au fameux crédit d'impôt. Alors le crédit d'impôt, vous allez me dire déjà, c'est quoi et c'est pour qui? C'est quoi? C'est un dispositif qui a été créé depuis 2014. Aujourd'hui, c'est ce qui finance la recherche en France. C'est 6 milliards d'euros par an qui sont financés pour la R&D. L'objectif, c'est de favoriser l'investissement dans la R&D pour les entreprises. Pour quelles entreprises? Eh bien, toutes les entreprises qui vont payer de l'IS ou de l'IR. Et ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire que peu importe votre statut, même s'il y a des spécificités dans la déclaration, dans la justification, eh bien, que vous soyez micro-entrepreneur, une entreprise individuelle, EURL, SARL, en SAS ou même en association loi de 1901, vous avez la possibilité, sous certaines contraintes, de déclarer du crédit d'impôt. Alors dans les faits, la première question à se poser, vous l'aurez compris, c'est ce fléchage. Est-ce que je fais du crédit d'impôt innovation, ce qui signifie en gros mon projet est innovant et donc en autres termes, il apporte des produits, des services nouveaux avec une amélioration de performance et il est en amont ou en aval de la R&D, ou est-ce que mes postes de dépenses et mes opérations peuvent s'inscrire en partie ou de manière complémentaire au C2I à du CIR, c'est-à-dire est-ce que je fais de la recherche fondamentale, appliquée ou du développement expérimental. Cette première question, elle est essentielle, c'est la première source aujourd'hui en France d'erreurs fiscales et de contrôle. C'est-à-dire que des entreprises qui sont soit mal accompagnées, soit qui ne sont pas au fait, vont avoir tendance à aller déclarer dans du crédit d'impôt recherche plutôt que dans du crédit d'impôt innovation. Et donc c'est un mauvais ciblage, un mauvais fléchage des postes de dépenses qui peut conduire à des contrôles fiscaux relativement lourds et une interdiction derrière par les services administratifs de pouvoir déclarer sur les années qui suivent votre crédit d'impôt. Alors pourquoi les entreprises tendent à déclarer du CIR et du C2I plutôt que du C2I? Parce que le C2I, vous allez récupérer 20% de vos dépenses éligibles avec une assiette plafonnée à 400 000 euros par an par entreprise. Tandis que dans le CIR, vous avez un delta de plus de 10%, c'est-à-dire que 30% de vos dépenses éligibles peuvent entrer dans cette assiette, plafonnée à 100 millions d'euros par an par entreprise. Et au-delà de cette assiette, si je vous souhaite un jour que vous puissiez atteindre ces plafonds, eh bien vous passerez de 30 à 5%
de ces dépenses éligibles. Donc une tendance, si vous voulez, à passer sur la partie crédit d'impôt recherche. Alors quelles sont les dépenses qui sont éligibles? Pareil, on ne fait pas une liste à l'après-vert, il y a différents articles fiscaux sur lesquels on s'appuie pour pouvoir identifier vos postes. Là, ce n'est pas l'objectif de ce webinaire. Je vous donne une vue d'ensemble. Concrètement, donc là, pas la peine de lire le tableau, je vais ressortir la substantive moelle à retenir. Ce qui est important finalement lorsque l'on fait de la déclaration, c'est d'identifier les deux gros postes de dépenses. C'est-à-dire tout d'abord les postes de personnels, qui sont comptés au prorata de temps passé sur un projet d'innovation et ou de recherche et développement, vous pouvez coupler les deux, auxquels on va ensuite associer des frais de fonctionnement qui correspondront à 50% de cette première assiette. Il y a des spécificités en termes d'optimisation. Par exemple, en fonction du profil des personnes et de vos salariés, eh bien, vous pouvez optimiser votre crédit d'impôt. L'exemple le plus connu, c'est le recrutement de jeunes docteurs, dont premier CDI sur 2 ans, vous avez la possibilité de déclarer 200% du salaire. Ce n'est pas 100%, c'est 200% pendant 2 ans. Ce qui peut aussi vous aider dans votre stratégie de recrutement, stratégie RH. Deuxième poste de dépense, les dotations aux amortissements des immobilisations qui sont affectées au projet, sur lesquels on va également appliquer un frais de fonctionnement qui, celui-ci, va s'élever à 75%. Donc ces deux gros postes, ce sont les deux gros postes de dépenses du CIR C2I. Ensuite, on a plein de petites postes de dépenses, des frais de veille technologique, avec un plafond à 60 000 € par an par entreprise, des dépenses liées à la propriété intellectuelle, la défense, le maintenance de brevets qui peuvent être importants lorsque vous en avez un. Et puis, il y a surtout cet aspect de frais de sous-traitance. Ça, je vais insister un petit peu dessus parce que c'est la deuxième source d'erreur en fiscalité. La première, ce sont les frais de sous-traitance publique, c'est-à-dire vous confiez des travaux de recherche et développement, des travaux de conception à un laboratoire de recherche, par exemple. Jusqu'à présent, vous pouviez déclarer x2 la facturation qui vous avait été établie. Ça, c'était avant la loi de 2021, loi finance, puisqu'aujourd'hui, vous n'avez plus cet avantage. Concernant les frais de sous-traitance publique maintenant, là, c'est là où provient cette erreur. Vont intervenir dans ces frais de sous-traitance publique uniquement les facturations qui ont été établies aux entreprises qui disposent du fameux agrément CIR ou de l'agrément C2I dont on a commencé à évoquer le sujet tout à l'heure. Si vous ne disposez pas de cet agrément, vous faites une erreur en déclarant ces frais de sous-traitance. Alors, c'est pas si simple, c'est pas que du plus quand on fait de la déclaration du crédit d'impôt ou de crédit d'impôt innovation. Il y a aussi des soustractions. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une vision intégrée, je vous le disais tout à l'heure, avec une vision sur les subventions et les aides publiques perçues, parce que vous devez les rétrograder et les réintégrer une fois qu'elles sont remboursées, en ce qui concerne en tout cas les avances remboursables. De la même manière, vous êtes vous-même une entreprise disposant d'un agrément et vous cédez votre agrément pour éviter que celui-ci soit utilisé et financé 2 fois par l'État, eh bien, vous devez le soustraire de votre propre déclaration, si toutefois vous en faites. Vous voyez comment savoir cet usage de l'agrément qui commence à être un peu complexe. Fait tout à fait intéressant. Par contre, votre crédit d'impôt, il est rétroactif sur 3 ans. Donc si c'est votre première année de déclaration pour 2020, vous auriez la possibilité de revenir sur votre déclaration 2019 et 2018. D'accord. Oui, Lionel. Là, globalement, ce que je comprends, c'est que tu nous as donné les points où il faut faire attention et les points qu'il faut aller chercher pour faire ces déclarations. Donc, on peut le faire soi-même. Alors, vous pourriez le faire vous-même. Vous pourriez d'ailleurs vous appuyer sur ce document. Finalement, vous m'avez un petit peu devancé, Lionel. C'est un document de 80 pages, très synthétique, je vous assure. Il est plutôt bien fait. Il vous permet au moins d'identifier quels sont les postes de dépenses qui sont éligibles. Toutefois, l'objectif, c'est de vous apporter des garanties. C'est pas pour rien que vous avez des cabinets qui sont référencés et que nos prestations de conseil en CIR rentrent dans justement les déclarations crédit d'impôt recherche. Ce que nous venons apporter, nous ou les concurrents de notre secteur d'activité, eh bien, ce sont une procédure complète de sécurisation. C'est vraiment cette garantie. Si on regarde un petit peu la procédure, vous allez voir, c'est une procédure qui est chronophage, qui se fait sur la longueur, et il y a ce risque de mal positionner, de mal flécher finalement vos postes de dépenses.
La première, tout à fait facultative mais qu'on vous recommande, c'est bien évidemment de réaliser un audit. Déjà pour identifier vos dépenses éligibles, je vous ai dit qu'il y a des spécificités en fonction de vos dépôts de statut, et d'autre part pour cibler les ou le bon dispositif, C2I ou CIR. Puis commencer à mettre en place une stratégie de pré-justification de votre déclaration qui va être ensuite soumise à un expert du ministère et des services fiscaux. Toujours facultatif, nous vous recommandons chaque année, alors ça il faut le faire au plus tôt bien évidemment, de faire une sécurisation par un dépôt de rescrit fiscal, soit plancher, soit roulant, l'objectif étant de demander un avis auprès de l'administration fiscale et du ministère, et qui vous, je dirais, vous évite en cas de réponse favorable, eh bien d'un contrôle fiscal au cours des 4 ans qui suivent. Alors ça par contre, il y a des dates limites. Si vous clôturez le 31 décembre 2020, eh bien vous ne pourriez pas, il aurait fallu déposer, je dirais, cette demande de rescrit 6 mois avant votre déclaration, c'est-à-dire le 15 novembre 2020. Donc pour cette année, malheureusement, c'est trop tard. Ensuite, vous avez les phases obligatoires. Dans la phase obligatoire, il s'agit de déclarer finalement vos postes de dépenses. Alors je vous ai remis une petite phase d'audit, parce qu'il me semble, si vous ne l'avez pas fait dans le cadre de la sécurisation de rescrit fiscal, il est à mon avis essentiel de la faire en amont de la déclaration. Cette déclaration, eh bien, c'est le dépôt d'un dossier CERFA. Je vous ai mis un petit exemple juste là. Voilà, si ça veut bien charger. Hop. Bon, il y a 3 CERFA à remplir. Là, je vous ai mis un exemple. Vous voyez que c'est quelque chose de relativement classique en termes de comptabilité. Ce qui est intéressant de voir, c'est que vous avez différentes cases en fonction que vous fassiez du crédit d'impôt recherche, en fonction si c'est plutôt la partie textile, si vous faites de la collection, et si vous faites du crédit d'impôt innovation. La partie crédit impôt innovation est une vraie annexe finalement de votre crédit d'impôt recherche. Ça, il faut que vous le fassiez en même temps que votre relevé de solde, c'est-à-dire au plus tard le 15 mai 2021 si, encore une fois, vous clôturez le 31 décembre 2020. Ensuite vient une phase de justification. Alors cette phase de justification, moi je vous l'ai mis en obligatoire, en réalité elle est facultative pour vous, entreprise. Dans la réalité, et c'est là où les cabinets comme le nôtre peuvent apporter une garantie, c'est qu'on vous fournit ce dossier justificatif et qu'un ensemble de dossiers financiers, de justification technico-scientifique de tous vos postes de dépenses, qui vous permettent de justifier pourquoi vous avez ciblé du CIR ou du C2I et qui remet les choses vis-à-vis d'un état de l'art scientifique et technique. Ça, il faut savoir que l'administration fiscale peut vous les demander dans les 4 ans qui suivent pour pouvoir valider votre déclaration crédit d'impôt. Je vous ai mis un petit exemple là de. Voilà, c'était pour du C2I, vous voyez un petit peu le genre de dossier justificatif qu'il faut fournir. Vous voyez qu'il y a une partie présentation de la société, des postes de dépenses, du profil aussi du personnel qui est très important. Donc on vient expliquer les différents calculs et puis ensuite il y a toute une phase, la phase 4, vous voyez, de description du projet qui va relativement loin, parce qu'on va vraiment venir détailler les différents travaux qui ont été réalisés et leur justification par rapport à l'état de l'art, par exemple, de quelle manière ils viennent faire progresser l'état des connaissances à l'instant T. Alors vous allez me dire, mais ensuite, donc du coup je fais toutes ces étapes, qu'est-ce qui se passe? Vous déclarez votre CERFA, vous ne payez pas votre IS, votre IR, c'est-à-dire qu'il va être remis à zéro, et le delta finalement de ce crédit d'impôt va vous être restitué directement sur vos comptes d'entreprise. Si vous avez un statut GEI, vous aurez la possibilité d'être remboursé immédiatement, et on verra le pourquoi du comment. Ce qui m'amène à vous parler d'un autre dispositif. On a parlé beaucoup de sécurisation, d'optimisation. Je voudrais parler un petit peu de cet agrément. Nous, quand on parle de l'agrément, tout le monde nous regarde avec des grands yeux, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourtant, il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 6 à 8 000 par an entreprises qui disposent de cet agrément. L'agrément, ça sert à quoi déjà? Eh bien, c'est un atout commercial et un gage de performance qui vous est délivré soit par la DGE, soit par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Il va vous permettre de céder votre agrément et donc permettre à vos clients de déclarer du crédit d'impôt recherche ou du crédit d'impôt innovation et donc de récupérer sur vos factures 20 à 30% de ce que vous avez facturé. De la même manière, pour vous, si vous faites votre crédit d'impôt, c'est une forme de sécurisation qui peut venir suppléer, je dirais, les rescrits fiscaux. Et enfin,
c'est un effet levier sur les subventions publiques. Et là, je mets ma casquette d'ancien évaluateur pour le compte de la BPI et de la DRTT. Avoir un agrément, ça permet déjà d'être justifié et d'avoir un gage de performance de l'État, et donc un effet levier sur vos demandes de subventions futures. Alors c'est pour qui? Eh bien c'est un petit peu pour tout le monde. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous êtes sous-traitant de R&D, d'ingénierie de process et de développement, il vous faut cet agrément. C'est réellement fait pour vous. C'est un gage économique, commercial et marketing et de compétences de qualité de travail. Idem si vous êtes consultant en innovation, cette fois-ci vous ferez plutôt une demande en tant qu'expert individuel, ce qui vous permettra également d'être missionné comme j'ai pu l'être, je vous le disais tout à l'heure, sur de l'évaluation auprès de la DRTT des différents dossiers. Et puis si vous êtes une entreprise avec un projet innovant, eh bien c'est une façon de sécuriser votre agrément, d'autant que vous ne savez pas si dans 1 ou 2 ans vous allez être en capacité de réaliser une sous-traitance pour le compte d'une autre entreprise. Enfin, si vous êtes un bureau de style, un styliste, designer, textile, voilà, en fonction, ou même un artisan, en fonction de votre secteur d'activité, il existe des agréments similaires et spécifiques à votre activité. Alors il y a 3 cas de figure possibles. Soit vous demandez un agrément CIR, soit vous demandez un agrément C2I, ou alors vous pouvez bénéficier des 2 agréments combinés. Dans les 3 cas, il y a 3 procédures un petit peu distinctes. La première, CIR, c'est un premier dossier scientifique et technique qui est évalué toujours par un expert et qui va être valable 3 ans. Vous avez une certaine spécificité dans les dates de demande. Si c'est une première demande, vous voyez que c'est relativement court en termes de timing. C'est du 1er janvier au 31 mars de chaque année. Donc si vous voulez le faire cette année, il faut se dépêcher, ça commence à être un peu tardif. Et en cas de renouvellement, vous avez jusqu'au 30 novembre de votre dernière année en cours. Le C2I, c'est un dossier qui va être valable sur 5 ans, plus large, et des dates de demande, quelles qu'elles soient, avant le 30 septembre de chaque année. Pour l'approche complémentaire C2I, CIR, et bien là, ce sont les règles du CIR qui s'appliquent. Un dossier valable 3 ans avec les dates que je vous ai présentées précédemment. Je vous ai mis ici un petit exemple. Vous obtenez votre agrément. Donc là, c'est notre agrément pour nos missions, je dirais, sur le management de l'innovation et de la R&D. Vous voyez, ça se présente de cette manière-là. Vous avez le ministre ou la délégation qui va vous envoyer une décision d'agrément pour 3 années dans le cadre du CIR. Et c'est ce document que vous devez remettre à vos clients une fois la facturation établie. Et c'est ce document qu'il va devoir présenter en plus d'un CERFA spécifique dans le cadre de sa déclaration CIR ou C2I. Alors l'effet synergique, on l'a évoqué tout à l'heure. Si vous avez un agrément, c'est une forme de sécurisation qui peut aller pendant 3 ou 5 ans suppléer, je dirais, vraiment le rescrit fiscal qui peut être un peu chronophage à mettre en place chaque année, même s'il est roulant. Et puis si vous êtes plutôt sous-traitant, il y a un effet. Certes, ça va avoir un effet levier sur, je dirais, l'aspect commercial marketing pour peut-être plus vendre. D'un autre côté, si vous faites votre déclaration, la question de céder l'agrément au client doit se poser parce que vous devez soustraire cette somme à votre propre déclaration CIR. Si vous n'en faites pas, il n'y a pas à réfléchir. Donc ce que je veux dire par là, c'est que l'agrément, il y a un effet synergique très complémentaire, mais qu'il faut trouver le bon équilibre d'usage et que c'est une vision stratégique à court et moyen terme pour votre entreprise, qu'il faut l'anticiper. Vous voyez que les délais d'obtention annuels sont très courts, du 1er janvier jusqu'au 31 mars pour le CIR, donc il faut l'anticiper en amont. Est-ce que... Ah oui, tiens, effectivement, le GEI, je me demandais, est-ce qu'on pouvait aller plus loin dans cette sécurisation? Parce que là, tu nous as parlé du CIR, du CI, de l'agrément au CIR et CI. Est-ce qu'on peut aller beaucoup plus loin pour sécuriser notre entreprise? On peut aller beaucoup plus loin et le GEI, ça va être votre étape ultime. C'est l'étape ultime, mais c'est aussi la plus compliquée, je dirais, à obtenir. Déjà, c'est quoi le GEI? La GEI et la GEU. La GEI, c'est plutôt pour les entreprises, on va dire, classiques. C'est une certification qui va vous être délivrée par l'État à partir du moment où vous pouvez à minima justifier un investissement dans la R&D supérieur ou égal à 15%. Ça revient à notre question de départ. Est-ce que je fais de la R&D? Est-ce que je ne fais pas de la R&D? Ensuite, il faut la quantifier. Donc, un suivi sur le long terme. La JEU, très rapidement, c'est une JEI, mais qui est détenue par des étudiants, des jeunes diplômés, des enseignants-chercheurs, et qui peut démontrer un lien direct avec un établissement d'enseignement supérieur. Dans les faits, qu'est-ce que ça vous permet? Ça vous permet d'avoir des allégements fiscaux totaux sur 2 ans. C'est-à-dire
plus d'IS, d'IFA, de CFE, de CET, etc. pendant 2 ans, ce qui vous permet donc d'être remboursé immédiatement de votre crédit d'impôt, puisqu'il n'y a plus d'IS, il n'y a plus d'IR, il n'y a plus rien. D'autre part, et c'est surtout ça l'avantage, je dirais, de la JEI, c'est que vous avez une exonération sociale, notamment des charges sociales patronales, d'assurance sociale et d'allocation familiale pour vos salariés. Alors elles sont totales dans un premier temps, puis ensuite elles sont dégressives pendant 8 ans. Je vous donne un exemple, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Si on prend un cas d'un ingénieur R&D que vous payerez 3 880 € brut par mois, lorsque l'on fait le cumul de toutes ces charges éligibles à la JEI, chaque mois vous économiserez à environ 1 600 €, ce qui annuellement vous fait 19 400 € d'économie pour un salarié. Bien évidemment, il y a des plafonds, c'est relativement complexe, et les procédures sont tout autant complexes. Alors la procédure, quelle est-elle? Il faut s'accrocher parce qu'elle est quand même très longue. Tout d'abord, c'est de faire un audit d'éligibilité, puisque on voit très souvent des dépôts de JEI qui sont retoqués par la DRTT dès les premières phases parce que manquement au niveau des critères d'éligibilité ou mal définis. Alors, il y a plusieurs critères d'éligibilité: administratifs, sur la manière dont vous avez structuré votre entreprise; financier, sur la manière dont vous gérez votre prévisionnel et dont vous investissez dans la R&D exclusivement; et puis technique, pour venir justifier que vous êtes bien dans une démarche de recherche et développement. Et encore une fois, ça, ce n'est pas une chose aisée. Donc c'est quelque chose qu'il faut réaliser au plus tôt. Ensuite, je vous l'ai mis en obligatoire, mais dans les faits, ces phases sont facultatives et je vous expliquerai après. Moi, je pense que ça doit être obligatoire. Vous faites un dépôt de rescrit, donc vous demandez l'avis à la DRTT avec un dossier qui va être valable 8 ans. Donc ça veut dire un prévisionnel, si possible, sur 5 à 8 ans de votre recherche et développement. On va réellement venir décrire la recherche et le développement et l'innovation par enjeux scientifiques et techniques. Ça, c'est pas une chose simple, c'est-à-dire vraiment de prendre votre projet, de le déstructurer et de le reconstruire sous forme de problématiques, de questionnements, de sujets de recherche. On fait un point sur les dépenses prévisionnelles. Ça, on vous conseille de le faire bien évidemment avant le 8e anniversaire, ça n'aurait pas vraiment de sens. L'idéal, c'est de le faire entre 6 et 12 mois après la création de votre entreprise. Mais encore une fois, il n'y a pas vraiment de règle à ce niveau-là. Ce rescrit va être instruit par un évaluateur, un expert du MESRI, qui peut vous demander des compléments pendant 3 à 4 mois. Ça peut se faire sous forme écrite, ça peut se faire sous forme visio, ce qui était notre cas il y a juste quelques minutes, pour une défense de dossier. Et puis ensuite vous avez un avis favorable. Et bien lorsque vous avez un avis favorable, c'est très simple. Vous pouvez simplement déposer un bordereau mensuel auprès de l'URSSAF, généralement c'est votre comptable qui le fait, en même temps que la déclaration des salaires. Dans les faits, uniquement la phase de déclaration est obligatoire. Tout ce qui est audit, bien sûr, mais surtout rescrit et instruction de dossier ne sont pas des phases obligatoires, mais recommandées. Toutefois, si vous ne le faites pas, je peux vous assurer que dans les 8 ans, plus les 4 ans qui peuvent suivre, donc jusqu'à la 12e anniversaire de création de votre entreprise, vous pouvez avoir un contrôle et vous devrez à ce moment-là fournir un rescrit dont l'instruction sera un peu plus costaud et en espérant pour vous que l'éligibilité aura été bien ficelée dès le départ, car sinon vous devrez effectivement rembourser le trop perçu. Donc c'est pas simple, mais il y a vraiment un effet synergie quand on arrive à obtenir cette JEI en plus du reste. Alors si on regarde la synergie avec le crédit d'impôt recherche, elle est très intéressante. Tout d'abord parce que vous pouvez avoir ce remboursement immédiat du CIR et donc du cash très rapidement, et on sait que parfois attendre juillet, août, septembre pour obtenir son crédit d'impôt, ça peut avoir des effets leviers très importants pour des startups. Autre point, c'est une sécurisation du CIR. En toute honnêteté, je vous le dis, si vous avez déposé un rescrit JEI, vous avez 8 ans, vous n'êtes pas dans l'obligation de déposer un rescrit crédit d'impôt recherche ou crédit d'impôt innovation auprès de la DRTT. Ensuite, c'est des exonérations fiscales et patronales en plus de tous les droits que vous ouvre votre crédit d'impôt. Par contre, il y a une répercussion à ça, c'est que lorsque l'on fait la déclaration de votre crédit d'impôt, il faut répercuter cette part de la JEI sur votre assiette. Alors, ça reste quand même intéressant, parce que je vous rappelle qu'au crédit d'impôt, vous ne récupérez que 30% de ces postes de dépenses, et là, vous retirez la totalité, en tout cas, de cette JEI. Ça peut devenir un petit peu moins intéressant lorsque l'on s'approche de la 8e année. S'il y a des questions, je répondrai sur le sujet plus précisément.
Voilà, on a essayé de vous donner une vision stratégique un petit peu intégrée. L'objectif, encore une fois, c'était pas de faire du détail. On a voulu quelque chose d'un format relativement court pour peut-être plus préconiser et favoriser des échanges questions-réponses. Je vous remercie de votre attention. Je vous ai mis les coordonnées de notre cabinet, mes coordonnées également plus spécifiquement. Si vous souhaitez nous joindre, si vous avez des questions en ce qui concerne la fiscalité ou d'autres sujets. Et j'ai envie de vous dire que si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat, il est toujours ouvert et on va essayer de répondre le plus clairement possible à celle-ci. Kevin, ça tombe bien que tu proposes cette possibilité parce que nous avons Angéline qui pose 2 questions. Oui. Qui demande dans un premier temps, est-ce que le dossier peut être refusé? Et dans un second temps, quelles sont les garanties? Alors, tout dossier déposé peut être refusé. Vous n'avez pas un gage de 100% que votre dossier, que ce soit CIR, C2I, JEI ou agrément, soit accepté. Dans le cadre des crédits d'impôt recherche et de la JEI, vous l'avez vu, ça peut venir à compte à rebours. Surtout pour la partie crédit d'impôt recherche, vous pouvez avoir un contrôle au bout de 4 ans. D'où la nécessité de venir justifier ce dispositif en amont. C'est ça votre garantie. L'autre garantie, c'est de déposer des dossiers de rescrit, c'est-à-dire vraiment, avant de déposer, de déclarer finalement vos dossiers, quels qu'ils soient, c'est de demander une instruction auprès d'un expert du ministère et de la DRTT pour obtenir un avis favorable et donc vous sécuriser sur vos différents dossiers. Merci. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Alors, Angéline, te remercie. Pour l'instant, il n'y a aucune autre question. Est-ce que tu veux donner plus d'éléments, Kevin, additionnels? Je peux préciser juste un point sur la partie JEI. Je pense que c'est un élément qui était manquant. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était un dispositif qui permettait des exonérations sociales et patronales totales puis partielles. Dans les faits, vous exonérez 100% de ces cotisations sur les 4 premières années de vie de votre entreprise. Sur la 5e année, elle diminue à 75%. 6e, c'est progressif, 50% en 6e année. La 7e, vous êtes à 30% et la 8e année, vous êtes à 10%. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut avoir cette vision stratégique et parfois se dire que la 8e année, il vaut même à partir de la 7e année, c'est équivaut, mais à la 8e année, voilà, la GEI peut être moins intéressante que de la déclaration crédit d'impôt recherche complète. Donc une vision stratégique, il faut que vous ayez sur le moyen terme, voire le long terme. Très bien, merci beaucoup. Alors, il y a, il y a quelques questions. Donc, Angéline qui demande est-ce qu'on aide pour le montage du dossier? Et Nicolas Magnier qui demande y a-t-il, à votre connaissance, beaucoup de pôles ou de clusters qui ont un agrément CIR sur les activités d'ingénierie de projet? Alors, pour répondre à Angéline, oui, c'est notre travail. Hein, on intervient, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur l'établissement des projets. On a un accompagnement de A à Z, c'est-à-dire qu'on vous aide sur la partie éligibilité, on construit avec vous la stratégie de financement, on vous positionne sur les bons dispositifs et on monte de A à Z les dossiers. C'est-à-dire que l'on va vous prendre 1 à 2 heures, peut-être plus en fonction de la spécificité de vos dossiers, dans le but d'appréhender votre sujet, de le comprendre, de vous demander des informations un petit peu techniques et on va vous monter le dossier qu'on vous fera bien évidemment valider et on va jusqu'à la phase de suivi. Donc oui, on fait le montage de A à Z. Pour répondre à Nicolas sur la question des pôles et des clusters, à ma connaissance, non, il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais pas s'il y en a d'ailleurs. Souvent, ce sont soit des pôles publics, et donc ils peuvent être directement assimilés à un agrément crédit d'impôt recherche sans avoir à faire de demande, en fonction en fait tout simplement de leur statut et de la structure en fait. Si il y a une part privée, oui, un agrément est nécessaire.
J'ai une question, mais le chat, je n'arrive pas à y accéder. Est-ce que je peux Pas la de poser souci. comme ça? Ouais. Bonjour Kevin, merci. Petite question, dans le cadre où on crée une société avec différents partenaires et que certains associés participent à la R&D, sans être rémunérés, mais avec de l'apport en industrie au capital, est-ce qu'il y a une manière de le valoriser ou non dans un crédit d'impôt recherche? Oui, sur la partie amortissement. S'il y a l'apport d'équipement, l'apport de matériel pour pouvoir conduire la partie de R&D. Alors tout dépend de la manière dont va être structurée la société, à qui va appartenir cet équipement, ce matériel, et comment il peut être cédé à l'entreprise créée avec les associés. Mais généralement, voilà, on vient plutôt se positionner sur de la dotation aux amortissements associés au travail de R&D. Ok, merci, on en reparlera. Ça marche, Simon. Eh bien, super. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes qui auraient des questions à poser, soit par le chat, soit oralement, si le chat ne fonctionne pas? Si c'est pas le cas, en tout cas, vous avez nos coordonnées. Je sais qu'il peut y avoir des questions un petit peu plus spécifiques à chaque dossier, hein. Chaque entreprise ayant des spécificités, vous l'aurez compris. Moi, ce que je vous propose, c'est de toute façon de vous envoyer la présentation et quelques éléments complémentaires dans la semaine concernant ce webinaire. Si vous avez un besoin particulier d'échange, ne serait-ce que d'échange pour discuter de vos projets et de leur potentielle éligibilité sur des dispositifs fiscaux ou sur des financements publics type BPI, région, Europe, vous avez nos coordonnées de toute façon et vous êtes libre de nous contacter pour que l'on puisse avoir cet échange. Écoutez, dans l'attente, en tout cas, je vous remercie pour l'attention que vous nous avez portée. Je vous remercie également de vous être inscrit et de vous être rendu disponible pour ce webinaire, malgré les restrictions de couvre-feu qui sont assez stringentes en ce moment. Et je vous souhaite dans ce cas à tous une excellente soirée et je vous dis à très vite. Merci Kevin pour ce show. Merci à tous les participants également pour vous être connectés ce soir. Effectivement, c'est pas facile, surtout quand on sait que le couvre-feu est à 18h. Nous espérons que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie et au plaisir d'échanger à nouveau avec vous, soit à travers LinkedIn ou directement avec Kevin, qui sera beaucoup plus à même à répondre à vos projets comme il l'a si bien déclaré. Merci beaucoup à tous et bonne soirée.